place. Et puis, je vais inviter Florence Chafiotte, François Deprez, Hervé Dallouin à vous rejoindre sur scène. On peut les applaudir tous les trois. Je vais vous présenter brièvement les intervenants qui ont accepté de participer à nos débats. Ils nous feront un petit signe de la main. En ce qui vous concerne, Florence Chafiotte, comme vous êtes la seule dame, voilà, ça sera facile de vous reconnaître. Vous êtes directrice marketing de Monoprix. 2 innovations récentes sont à mettre à l'actif de votre enseigne. Shop & Go et Monopeasy, des nouveautés dont on va parler dans un instant. François Deprez, un petit signe de la main. Vous êtes directeur général de GS1 France. En votre compagnie, on va découvrir le monde du code à barres et de la puce RFID. C'est des solutions qui permettent non seulement de suivre à la trace un produit dans le monde entier, mais qui rendent aussi bien d'autres services aux entreprises qui partagent ce langage commun. Hervé Dallouin, vous êtes expert RFID au sein de l'enseigne, et on la voit tout de suite, cette enseigne, c'est l'enseigne Decathlon. Alors à vos yeux, le client doit retrouver en magasin la même facilité d'achat que chez lui, derrière son ordinateur, le plaisir en plus. Vous nous direz dans quelques minutes de quelle manière les solutions RFID y contribuent. Est-ce que vous avez envie de réagir aux propos, à la présentation de Christophe Enjolras? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a déplu? Est-ce que vous vous y retrouvez dans ce nouveau retail, dans ces nouvelles tendances? À chaud, allez-y. N'hésitez pas, Florence Chafiotte, vous avez le micro. Bonjour à tous d'abord. Ce qui est très inspirant dans ce qu'on voit là, c'est que on se rend compte que ce dont vous parlez, c'est demain matin en fait pour nous. C'est-à-dire que les concepts sur lesquels on travaille nous aujourd'hui quel sera le nouveau concept de la beauté ou le nouveau concept textile ce sont des sources d'inspiration qui sont déjà au quotidien de nos préoccupations et que déjà on fait arriver en fait dans nos concepts. Hein. Donc on n'est pas sur des choses du futur, c'est ça qui est très amusant et en même temps ça va très très vite. Et ce qui nous pose difficulté finalement dans la manière dont on travaille aujourd'hui et qui vous peut-être pour certains qui sont commerçants individuels entre guillemets doit vous poser souci, c'est que quand on pose une pierre à l'édifice d'un concept, on se demande par quoi il sera balayé le lendemain. Ce qui n'était pas le cas, je crois, jusqu'à il y a peu de temps. Et ça demande, et quand vous parlez d'investissement lourd, c'est toute la schizophrénie de ce type de choses, c'est qu'on se dit, est-ce qu'il faut que j'investisse lourdement sur telle technologie ou sur telle chose aujourd'hui? Parce que finalement, ça sera autre chose demain. Et en même temps, si j'y vais pas, est-ce que je passe pas mon tour? Et donc, c'est toutes ces logiques de choix qui, pour nous, nous occupent au quotidien, qui est comment est-ce qu'on s'inscrit dans demain. Et je vous rejoins vraiment sur une chose que je retiens, c'est toute la partie expérientielle de nos magasins. Demain, je crois que ce qu'on retiendra dans la manière de construire un magasin, c'est pas la densité de produits qu'on arrive à mettre au mètre carré, mais c'est bien l'expérience qu'on va pouvoir délivrer à nos clients. Et tout ça dans un monde qui bouge... vite, trop vite, souvent trop vite, mais qui nous demande de nous adapter. Ouais. Hervé Dallouin. Et c'est beaucoup plus compliqué, je dirais, pour une société comme Decathlon de 80 000 personnes, de justement arriver à développer des nouveaux concepts. Je pense que c'est là où les petits commerçants ont un avantage, c'est la flexibilité. La plupart des services dont on parle, en fait, sont facturés par des sociétés de services en pay as you use. Donc, en fait, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir des investissements très coûteux, et je pense que des petites structures sont beaucoup plus avantagées de par leur souplesse par rapport à ces nouvelles technologies. Nous sommes des groupes plus importants, évidemment on a une assise financière peut-être plus importante, mais on se doit, comme vous disiez, de faire des programmes de 2, 3, 4, 5 ans pour arriver à être capable d'exploiter la technologie. Donc typiquement la RFID dans Decathlon, c'est un projet qui a commencé en 2013. On en parlera après. Oui, François Deprez. Je trouve ça très intéressant. Je me méfie de l'analyse de ces tendances sur la question de la partie pour le tout, parce que le volume reste encore dans une forme d'inertie qu'on connaît tous des habitudes qu'ont les consommateurs. Donc je pense qu'il faut aussi intégrer cette variable-là dans l'analyse. Vous êtes en train de nous dire que ça n'ira pas aussi vite que ça? Non, je dis qu'on entasse un millefeuille. C'est-à-dire qu'en fait, je dis qu'il y a une façon de consommer aujourd'hui.
on consomme, on met encore des légumes dans son potager, on consomme ce qu'on produit. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas analyser les choses comme un remplacement total. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, moi, ce que j'observe particulièrement, c'est qu'il y a une totale abolition des frontières aujourd'hui. C'est-à-dire Decathlon, est-ce que c'est un distributeur, un retailer ou un fabricant ? Est-ce que Google, c'est un média ou est-ce que c'est un retailer pour le coup ? Est-ce que Amazon, c'est un logisticien ou est-ce que c'est un commerçant ? Enfin, je pense que la transformation Il y a un mélange des genres, c'est ça ? Tout le monde devient un peu tout à la fois ? Tout le monde peut devenir tout le monde. Vous, demain, vous pouvez commercer sur Alibaba et vendre les colliers de perles que vous enfilez à n'importe qui dans le monde. Et vous pouvez le faire comme ça. Voilà, c'est ça la frontière qui est. Et derrière, il y a une logistique. La transformation logistique derrière ces concepts est absolument monumentale. Le back-office est un enjeu énorme, je pense qu'on le verra. Voilà, donc je pense que à mon avis, le changement majeur, c'est qu'on a beaucoup construit une distribution qui voyait l'ordre dans ses linéaires, et l'ordre, c'est le caddie. Voilà. L'ordre, c'est le caddie. C'est le consommateur qui a tout dans les poches. Et d'une certaine manière, c'est lui qui va définir le là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a la capacité de lui répondre de manière extrêmement poussée aujourd'hui. Donc la réponse du showroom est une réponse à un consommateur qui se déplace plus, voilà, mais qui doit trouver un intérêt à se déplacer. Donc il y a plein de variables qui jouent, qui se télescopent et qui sont très difficiles, que ce soit pour les gros ou pour les petits. Je pense que tout le monde est logé à la même enseigne, sans faire de jeu de mots. Et il y a beaucoup d'enjeux de cette nature-là. Mais l'abolition des frontières qu'on se fixe, moi je suis très intéressé à plein d'endroits où je participe à des conférences. On parle de retail, on parle de fabricants, on parle de logisticiens. Je pense qu'il est temps de regarder un petit peu les choses de manière transversale et de faire attention au chacun voit midi à sa porte, qui n'est pas toujours évident. Mais on a des cas concrets là, de gens qui se posent ce genre de questions. Alors, puisque vous parliez du caddie, on va aller du côté d'une enseigne bien connue des Français. Il s'agit de Monoprix, qui a vu le jour à Rouen. C'était en 1932, sur un concept finalement très très simple à l'époque, le magasin à prix unique. Alors aujourd'hui, le Monoprix, ce sont 6 enseignes, 600 magasins, 21 000 collaborateurs. Florence Chafiotte, je sais que votre président, Régis Schulz, a l'habitude d'utiliser régulièrement le slogan suivant: minimiser les contraintes, maximiser le plaisir. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là ? Alors, pardon de vous reprendre, c'est pas un slogan, c'est plus le motto avec lequel l'entreprise vibre au rythme des projets sur lesquels il travaille. La raison, elle est la suivante. En fait, si vous reprenez le détail de l'enseigne, donc Monoprix, c'est une enseigne urbaine par excellence, dont la cible sont les fans de la vie en ville, c'est-à-dire les gens qui ont choisi, par choix, schizophrènes certes, mais de ce que représente la vie en ville, de vivre en ville. Et la mission de Monoprix est d'accompagner en fait au mieux ces urbains dans leurs courses au quotidien. Et en ça, en fait, on s'est dit, chez Monoprix, quoi de mieux que de tirer sur cet élastique qui consiste à dire, quand vous venez faire vos courses chez nous, on va faire au maximum pour maximiser votre plaisir, faire en sorte que les courses soient réellement un plaisir, et gommer tous les irritants qui font que... Les irritants, c'est les contraintes. Toutes les contraintes, voilà, qui font que les courses peuvent être pénibles. C'est quoi les contraintes dans un magasin ? C'est faire la queue ? Faire la queue, le passage en caisse, des produits manquants, tout ce qui pourrait vous irriter dans votre parcours d'achat. Et donc c'est pour ça que souvent, quand on a un nouveau projet, on le passe au tamis de cette expression qui est: est-ce que ce projet va nous servir soit à maximiser le plaisir, soit à minimiser nos contraintes. Alors chez Monoprix, vous avez mis récemment en place Shop & Go. Ça consiste en quoi cette solution Shop & Go ? Donc Shop & Go, ça répond justement à cette question qui est d'essayer de lever un des irritants qui est: je déteste attendre en caisse. Et donc Shop & Go, il est plutôt à destination de ce qu'on appelle les gros paniers chez Monoprix. Donc on va parler ensuite de quelque chose autour des petits paniers, mais là on est plutôt sur les gros paniers. Donc vous êtes, pardon pour la caricature, mais je suis la mère de famille qui pousse son caddie chez Monoprix. Je fais les courses. En revanche, je n'ai pas envie de passer par la caisse, par faire la queue, puis ensuite par mettre les articles sur le tapis. Grâce à Shop & Go, en fait, quand vous arrivez dans le magasin, vous faites sortir un papier, un bordereau en fait, qui reconnaît votre numéro de carte de feed. Vous le posez sur votre chariot, vous faites vos courses, et ensuite vous déposez le chariot, vous le laissez avec le papier, et nous on s'occupe de passer en caisse, et on vous livre à la maison, et vous réglez à la maison. Donc on a gommé cet irritant qu'est le passage en caisse. Et là, c'est payant, c'est gratuit, et à quel... C'est gratuit comme toute la livraison chez Monoprix, c'est-à-dire à partir d'un certain seuil de panier d'achat qui est 50 €.
Le client, il est livré en combien de temps après avoir Alors, quitté le magasin? Ouais, c'est intéressant. Alors selon On l'endroit. a vu une demi-heure hein, là sur l'exemple du côté de la Chine, 29 minutes. Non, mais on n'en est pas loin. Sur certains de nos clients, on est même tout près de la demi-heure. Il y en a même certains, on sort avec le client et on le suit avec le caddie, donc on est même en temps réel. En tout cas, on est dans un maximum de 3 heures et on est le plus souvent dans une livraison en moins d'1 heure et surtout dans une livraison à pied, ce qui est plutôt assez novateur, notamment à Paris. Et qui s'occupe de la livraison? C'est du personnel dans le magasin? C'est sous-traité? Les deux. On a un modèle hybride entre des partenaires dont c'est le métier et également c'est assez natif chez Monoprix que d'avoir internalisé aussi cette fonction. Donc, Et alors, pour le coup, là, ce sont vos équipes marketing qui ont réfléchi à cette solution ou alors c'est le client parce que vous l'avez sondé, c'est lui qui vous a suggéré ça? Comment ça fonctionne? C'est un peu les deux, mais en fait on prend quand même de manière plus que régulière le pouls du client puisqu'en fait on a mis en place un espèce de panel de clients de 100 clients qui ne sont pas forcément des top clients mais qui sont représentatifs des clients de Monoprix avec lesquels tous les jours par une plateforme en fait, d'emailing. On discute avec eux sur nos innovations, nos services, nos fameux irritants, etc. Donc on prend le pouls en permanence. Alors on voit l'avantage pour le client. Pour le magasin, c'est quoi? C'est fidéliser la clientèle. Bien sûr. C'est lui offrir une nouvelle façon d'aller tâter les fruits. Enfin, quand je dis tâter les fruits, hein, c'est les découvrir ou les autres produits. C'est quoi? C'est augmenter le panier moyen? Alors, ce n'est pas forcément une logique d'augmentation du panier moyen, c'est plus, comme vous le dites, une logique de fidélité et une logique de fréquence. C'est-à-dire que le grand combat que toutes les enseignes dans le commerce nous menons, c'est finalement de se dire quelle est chez nous on l'appelle la part d'estomac, donc quelle est la part d'estomac que va me donner le client dans ses achats tous les mois. Donc si un client dépense 100 € par mois pour faire des courses alimentaires, combien va-t-il en donner à Monoprix? Et ce type de service, parce que justement vous rentrez dans une logique où vous facilitez la vie de vos clients, normalement il vous donne une part d'estomac plus grande qu'il ne vous en donnait jusqu'à présent. Alors Shop Go, ça existe depuis 6 mois, je crois à peu près. Non, alors Shop Go, ça existe depuis 10 ans. Ah. C'est l'autre service dont on va parler qui est beaucoup plus récent. Shop Go, c'est très vieux. Et ils sont nombreux les clients à utiliser Shop Go chez vous? Aujourd'hui, pour vous donner un chiffre, on fait 3 millions de livraisons par an et la moitié utilise le Shop Go. Oui, j'allais dire en termes de pourcentage de clientèle. La moitié. La moitié des clients qui font de la livraison chez nous utilisent le Shop Go. D'accord. Ce qui représente à peu près 15% des clients de Monoprix. Ah, quand même. Ah oui, non, c'est beaucoup. Ouais, Alors, l'autre innovation, effectivement, ça s'appelle le Monopeasy. C'est en cours de déploiement, c'est ça hein, c'est pas totalement déployé. Et là, ça s'adresse aux magasins de proximité. Ça s'adresse aux plus petits magasins ou en tout cas aux plus petits paniers, si on repart plutôt des attentes du client. Donc là, on est sur un petit panier, plutôt, si on devait le typer, plutôt les achats du midi, je prends mon sandwich, ma pomme, ma bouteille d'eau. Et là, clairement, le besoin du client, c'est je suis pressé, j'ai envie que ça aille vite, j'ai surtout pas envie de faire la queue, je prends, je pars. Et donc, le principe de Monopeasy, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez téléchargé une appli qui s'appelle Monopeasy, dans lequel vous avez une fois pour toutes téléchargé vos coordonnées bancaires. Et là, vous arrivez dans le magasin, vous prenez le sandwich, vous prenez la bouteille d'eau, vous prenez la pomme et vous sortez. Et en fait, vous avez juste clippé. Voilà, faut scanner quand même. Faut scanner, faut clipper en fait dans l'appli. Et là, vous avez donc scanné le sandwich, la pomme et la bouteille d'eau. Vous ne passez pas par la caisse. Vous aurez potentiellement un contrôle aléatoire à la sortie par le gardien, la personne de sécurité, et vous sortez. Et alors aujourd'hui, ça fonctionne comment? Aujourd'hui, ça fonctionne bien. On l'a déployé dans une dizaine de magasins et on le déploie dans l'ensemble des Monop, donc les petits formats de proximité de Monoprix, c'est-à-dire dans les 168 Monop à venir, là. Qu'en pensent les clients? Il n'y a pas de réticence? Si, alors les clients globalement disent ça répond à ce dont on a besoin, qui est d'aller plus vite, d'être plus libre, etc. En revanche, il s'est levé un frein qu'on n'avait pas forcément vu au départ, c'est qu'en fait les gens ont l'impression de sortir sans payer et donc en volant. Ah. Et donc, ça les met dans une situation qui est très désagréable parce que c'est comme quand un vigile vous regarde à l'entrée d'un magasin et que vous dites il a l'air de me regarder bizarrement. C'est un peu pareil. Donc, on est en train de réfléchir avec nos clients qu'est-ce qui pourrait lever ce frein et les rendre pas mal à l'aise justement.
Donc notamment, ça peut être d'avoir juste une petite borne avec une personne physique qui remette un sac et les couverts, parce que souvent c'est comme ça représente les choses les achats du midi. Souvent il y a besoin d'un gobelet ou des couverts, etc. Et rien que ça, rien que le geste humain, le fait d'être entré en conversation, ne serait-ce que 2 secondes avec un personnel de Monoprix, va nous aider à lever ce frein-là. Donc ça, c'est des choses auxquelles on travaille, sur lesquelles on travaille. J'ai pas bien compris. Les clients doivent utiliser un petit caddie particulier pour Ah mettre non, leurs non. produits? Non. Non, pas du tout. Non, ils ont le petit panier et puis ils ressortent. C'est juste s'ils veulent un sac, ensuite un petit sac pour partir avec leurs affaires. Très bien. On reviendra vers vous un petit peu plus tard. François Deprez, donc vous êtes le directeur général de GS1 France. En votre compagnie, on va s'intéresser au monde un peu particulier du code à barres. Alors le code à barres, il est apparu au milieu des années 70 et puis depuis les années 90, c'est devenu en quelque sorte un standard utilisé par plus de 1,3 million d'entreprises dans le monde. Le code à barres Kesako, eh bien on vous dit tout en images sur un ton un peu décalé, humoristique. Magnéto. Ça va partir. Alors voilà, j'ai perdu la trace du saumon. J'étais tranquillement en train de faire le tour de mon magasin quand soudain je me suis fait interpeller par une cliente. Elle m'a dit. Il a été transformé où votre saumon? Je lui ai dit. Tu l'as pas marqué dessus? Elle m'a dit. Non, il y a l'origine Norvège, mais pas le lieu de transformation. C'est vraiment pas rassurant. J'étais hyper mal, je savais pas quoi lui dire. Je savais plus où me mettre. Je lui ai dit. Je suis vraiment désolé. Elle est repartie avec son panier vide, j'étais vert de rage. Et là, j'ai réalisé que je faisais un cauchemar. Je me suis réveillé et j'ai aussitôt pensé à Marie. C'est la fille de chez GS1, très sympa et très pédagogue. Elle avait dit. La traçabilité, c'est comme un album photo. On ne garde que les temps forts. Ça m'avait parlé cette image. Alors j'avais demandé à GS1 de m'aider à mettre en place la traçabilité avec mes fournisseurs. Depuis que c'est fait, je nage dans le bonheur. Il suffit de flasher le code et j'ai toutes les infos sur le produit. Je sais où, quand, comment et par qui il a été pêché, s'il a été surgelé, quand il a été expédié, où et quand il a été transformé, salé, fumé, aéré, tranché, emballé, chargé. Alors voilà, je trace mon saumon de la mer à l'assiette. Et en plus, avec la traçabilité, j'évite les contrefaçons. On en a une deuxième, je crois. Alors voilà, j'ai perdu la trace du saumon. Ah, non, J'étais celui-là, on l'a tranquillement en déjà train de vu. faire le tour. On va revenir. Alors voilà, C'était le bon. alors voilà, j'ai Non. perdu la trace du saumon. Non. Ah, ça c'est... Voilà. On l'aura pas perdu, hein, la trace du saumon en attendant. Hein. Ça va repartir, vous inquiétez pas. Alors voilà. Je ne vends pas sur internet. Mes biscuits étaient délicieux. J'en vendais beaucoup en magasin. En e-commerce, par contre, j'étais hors jeu. Mais je voulais avoir ma part du gâteau sur internet. Alors je suis parti voir une agence web. Ils m'ont parlé SEO, balises méta, mots-clés, code HTML. Je leur ai dit merci, c'est très clair, je vous rappelle. Mais je n'ai jamais rappelé, j'ai laissé passer le train du e-commerce. Et j'ai repris mon train-train quotidien, les gâteaux. Mais un jour, j'ai découvert que je pouvais tenter ma chance sur Search Shopping. Et je me suis lancé, j'ai rempli la fiche produit demandée par le site. Mais dans les résultats Search, mes produits étaient aux oubliettes. Il fallait aller jusqu'à la page 20 pour les trouver. Je ne risquais pas de vendre quoi que ce soit. J'étais furieux. Je me suis dit, ça peut plus durer. J'ai appelé le responsable de la marketplace. Il m'a conseillé d'utiliser le code GTIN GS1. GTIN, c'était incompréhensible. Mais chez GS1, je connaissais quelqu'un. J'ai donc pris rendez-vous. Il m'a dit. Le code que vous utilisez pour vendre vos produits en magasin vous sert aussi pour vendre vos produits en ligne. Je me suis dit, bonne nouvelle. Il m'a dit. Quand vous créez votre fiche produit avec votre code GTIN, vous pouvez aussi y associer des informations sur votre produit. Après, il a dit. Le e-commerce, c'est comme les sites de rencontres en ligne. Je lui ai dit. Je vois pas le rapport. Et il m'a dit. Sur Internet, ce que les gens voient, c'est de l'information produit. Les photos, les textes de présentation, la composition, tout ça, c'est de l'info. Plus l'info est fiable et qualitative, plus c'est vendeur. Si tu montres une photo de mauvaise qualité, tu ne vas plaire à personne. Mais si tu montres une photo de qualité, avec un bon descriptif, précis et complet, tu as beaucoup plus de chances de séduire. Eh bien, le e-commerce, c'est pareil. Tes gâteaux vus comme ça, ils ne se vendent pas. Là, c'est beaucoup mieux. Et je lui ai dit. C'est bon, je suis convaincu. Et je l'ai fait. J'ai utilisé le code GTIN GS1 pour mes fiches produits en ligne. Ça marche super bien. Bientôt, je vendrai autant en ligne qu'en magasin physique. Et en plus, avec le GTIN, mes cookies sont mieux visibles sur les moteurs de recherche. Tapez cookies français sur Search et vous verrez que je suis très bien placé. Merci GS1. François Deprez, vous faites dans l'humour, c'est bien chez GS. Vous avez presque un sosie, là? C'est-à-dire un sosie le vendeur, c'est ça? L'acteur, oui. J'ai un acteur ici dans la salle d'ailleurs. Ah, d'accord.
Non, mais on avait un petit défi chez GS1, parce que tout le monde connaît, je pense, dans le commerce, le terme GenCode. Voilà, donc GS1 plutôt GS1, parce que c'est une organisation mondiale. Ça marche, les deux marchent, hein, mais c'est une organisation mondiale qui est présente dans 112 pays, qui a pour vocation, qui a été créée par vous, les distributeurs, les commerçants, par les fabricants aussi, il y a de ça quelques années. Le rôle de GS1, en deux mots, hein, c'est vous avez tout un tas de technologies qui arrivent, qui sont disponibles, et puis plein de process business aussi que vous avez dans plein de secteurs, et particulièrement dans le commerce. Le rôle de GS1, c'est de manière collaborative et non concurrentielle, de définir un peu les règles que tout le monde va se fixer par rapport à ça. Donc, pour ce qui est du code à barre, il fallait accélérer le passage en caisse. C'était le premier frottement qui était un petit peu plus important à l'époque, parce que tout était saisi directement. Il y a une technologie qui existait, qui était présente, qui était de pouvoir scanner des codes à barres. Et donc, il a été décidé de normer d'une certaine manière l'identification des produits et la manière dont il allait pouvoir passer dans les caisses. Donc, à partir du moment où c'est le fameux code à barres avec combien de chiffres? C'est combien? Ou de barres? 13 chiffres, mais en fait, les codes à barres... Le code à barres, c'est deux choses à la fois. C'est un code, un identifiant d'un produit. Unique, Unique, voilà. Dans cet identifiant, on peut y reconnaître l'identifiant d'une entreprise, d'accord. Et puis, on peut aussi identifier des lieux, c'est important pour la logistique. Et les barres, c'est la manière de représenter ça. Donc, voilà, donc les barres que vous connaissez, c'est que ces chiffres, en fait, ces 13 chiffres sont transformés dans une autre police de caractères, qui sont les barres. Et il se trouve que quand on fait des codes à deux dimensions, on fait la même chose. On transforme une information qui est écrite avec un langage que tout le monde peut lire, dans un que un scanner va pouvoir lire. Et donc, donc les codes qui soient une dimension ou deux dimensions, un QR code est un code à deux dimensions, par exemple, dans lequel on embarque plus d'informations. Un petit message pour pour la partie en RFID, donc la radiofréquence. Oui, c'est quoi la différence? C'est juste que c'est pas en une lecture optique, c'est une lecture en radiofréquence. D'accord. Donc c'est la même information qui est embarquée dans les vêtements développés. Les étiquettes sont des étiquettes en radiofréquence, donc vous n'avez pas besoin de les scanner avec un scanner, mais vous les identifiez par radiofréquence, mais ça transporte, entre guillemets, la même information. Alors, 1,3 million d'entreprises utilisent le système code à barres. Au téléphone, vous m'avez parlé de 40 000 entreprises adhérentes en France, donc 90% des PME et des TPE. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est un peu à la traîne sur le code à barres, sur l'identification de manière globale en France par rapport à d'autres pays ou pas? Non, on n'est pas du tout à la traîne en France. Le commerce est très très mature en France et il emploie de manière significative les standards. Il faut avoir en tête que c'est ce qu'on fait dans le domaine du commerce, c'est totalement dupliqué dans tout un tas de secteurs, dans le secteur de la santé, dans tout un tas de secteurs divers et variés. À partir du moment où vous déplacez un produit dans une chaîne logistique, vous avez besoin de standards parce que vous faites intervenir un certain nombre d'opérateurs qui ont besoin de s'entendre sur la manière dont ils vont partager l'information. Voilà, il est fait référence aux fiches produits dans le e-commerce. La problématique du e-commerce, c'est qu'aujourd'hui, une grosse partie de l'information est saisie d'une certaine manière à la main par l'intermédiaire. Donc, si les fiches produits sont faites en amont, derrière, tout le monde peut les réutiliser de la même manière. D'où l'intérêt de le faire une fois pour tous et pas de refaire des fiches produits à chaque fois qu'un distributeur ou un acteur va vous le demander. Donc, le principe d'un standard ou d'une norme, elle sert avant tout à ça. Et là, on est dans un monde où l'atomisation du nombre d'intervenants est telle que la nécessité d'avoir des standards partagés est de plus en plus forte. Alors, François Desprez, outre le suivi logistique d'un produit, comme on l'a vu, traçabilité du saumon, ou le fait qu'il y ait des fiches standardisées par produit, quels sont les autres avantages pour un commerçant d'utiliser un code à barres ou des puces RFID? Pour moi, la question, je pense qu'on a deux très bons exemples avec Monoprix et Decathlon, c'est qu'à mon avis, à la base, la question n'a pas été de dire je fais de la RFID ou j'utilise du code à barres. La question, c'est que j'ai un process business dans lequel je vais devoir embarquer un certain nombre d'acteurs, des fournisseurs, des choses comme ça, et je vais choisir une technologie en fonction de ce business. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on vit un monde dans lequel les technologies se multiplient tellement qu'on a tous envie de faire de la blockchain, de faire des API ou des choses comme ça. Mais la question primordiale, quand on est commerçant, on veut commercer, on veut faire son métier. Donc la technologie est censée être un support de ça.
Après, plus on est nombreux dans une chaîne logistique, en l'occurrence pour tracer le saumon, on peut remonter à 5, 10, 15, 20 intermédiaires. Si vous voulez que le pêcheur fournisse une information à la fois à Monoprix, alors pas à Decathlon, parce que je ne sais pas si vous utilisez beaucoup Ils ne font pas encore dans le saumon. les produits de la pêche, mais à Carrefour, etc. Enfin, l'enjeu d'un distributeur, c'est quand il va appeler une information de ses fournisseurs, il a besoin que ça se fasse de manière fluide. Et comme il a beaucoup de fournisseurs, si ces fournisseurs commencent à s'amuser à chacun leur envoyer une information dans un format propriétaire, ça ne marche pas. Donc en fait, l'enjeu, il est purement de partager un même socle d'informations. Et encore une fois, l'atomisation des marchés fait que c'est de plus en plus nécessaire. Alors, on va justement aller du côté de chez Decathlon avec vous, Hervé Dallouin. Vous connaissez bien le sujet d'identification, de la traçabilité. Vous êtes en charge du programme mondial RFID chez Decathlon. C'est un programme lancé en 2014 qui vise entre autres à ce que l'ensemble des produits fabriqués par Decathlon disposent d'une étiquette intelligente. C'est quoi les principaux avantages pour vous, pour Decathlon, de mettre des étiquettes RFID sur chaque produit? Donc, je dirais les deux avantages principaux qui ont justifié le cas commercial et l'implémentation au niveau mondial, c'était d'abord la disponibilité. Donc, on se rend compte, et c'est une donnée qui est partagée par l'ensemble des retailers dans le monde, que les stocks informatiques, donc la vue informatique de nos stocks, comparée aux stocks physiques, donc les stocks qui sont dans les magasins, il y a à peu près une différence, il est juste à peu près à 60-70%. Mais comment c'est possible ça? C'est des écarts de stock qui sont faits par des erreurs de manipulation, principalement au niveau des caisses. Donc on va aller flasher 2 fois un t-shirt large au lieu d'avoir un large et un XL, par exemple, dans un panier. Ça va faire 2 différences de stock. Il y a un large qui va partir, soi-disant, du stock, alors qu'en fait, il est resté dans le magasin. Et il y a un XL qui va être présent dans le stock informatique, alors qu'il n'est plus dans le magasin. Donc ce sont des écarts qui, jour après jour, augmentent. Et donc, en fait, ça donne lieu à des non-ventes. Donc, on croit qu'on a en fait des produits dans nos stocks, dans nos magasins, alors en fait, ils sont plus présents. Donc, c'était le premier élément. Et on dit dans Decathlon, le stock doit être disponible ou disponible. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas le choix. Le stock doit vraiment être là. Et donc, c'était le premier élément de pouvoir répondre avec une technologie fiable et juste, et de pouvoir connaître le stock à la fois au niveau des entrepôts, au niveau des magasins et au niveau des usines. Donc ça veut dire qu'on arrive à augmenter le chiffre d'affaires de façon assez importante en gardant le même nombre de magasins, la même superficie, le même nombre de vendeurs, tout en réduisant le stock. Et on augmente le chiffre d'affaires. Donc le stock est diminué parce qu'on a confiance dans le stock du magasin, parce qu'on sait qu'il est juste. Donc avant, qu'est-ce qu'on faisait? On avait tendance à surstocker les produits saisonniers, donc juste avant une saison de ski. On allait mettre plus de stock de ski pour être sûr de faire les ventes. Maintenant, on connaît le stock et on est sûr de pouvoir faire la vente. Donc je dirais que c'était l'avantage numéro 1 et c'est l'un des principaux avantages. Alors on va aller voir tout de suite en images comment ça se passe chez Decathlon. Magnéto, dès qu'on est prêt en régie, allez-y. À Decathlon, nous avons mis en place une technologie innovante afin de faciliter l'expérience des utilisateurs sportifs dans notre magasin. La RFID, c'est quoi? C'est un système de radiofréquence d'identification qui permet de détecter un produit à distance et une gestion du stock en temps réel. La RFID transforme votre magasin en espace connecté pour permettre aux coéquipiers de gagner du temps sur les tâches d'inventaire classique et d'encaissement pour se consacrer à l'essentiel, la relation client. La plupart des produits sont étiquetés RFID en production ou en entrepôt logistique. Lorsqu'ils arrivent dans votre magasin, ils peuvent être directement transportés en rayon et inventoriés en un seul geste. À Decathlon, nous appliquons un système d'étiquetage unique pour tous les produits. Nous avons tenu le défi d'être RFID à 100%. Le coéquipier en charge des cabines sera aussi chargé de l'étiquetage. Les cabines ne sont plus éclatées comme dans les autres magasins. Elles sont regroupées en un seul endroit afin de centraliser l'accueil des utilisateurs sportifs. Mais cette disposition n'est pas obligatoire. C'est le choix du magasin. Ces cabines deviennent des cabines connectées. Grâce à un écran tactile, les utilisateurs peuvent obtenir toutes les informations nécessaires sur les produits qu'ils essaient. Fini les pantalons trop grands, les t-shirts trop petits et les allers-retours constants. Les utilisateurs sportifs sont en mesure de solliciter depuis leur cabine différents choix pour l'article souhaité.
Le collaborateur en charge des cabines est informé en temps réel de la demande de l'utilisateur et peut lui apporter directement les produits demandés. L'article n'est proposé dans l'interface que si celui-ci se trouve présent dans le stock magasin. La RFID, c'est aussi un encaissement plus simple et plus rapide, reconnaissant immédiatement l'ensemble des achats en un seul passage. Fini les files d'attente et l'embouteillage aux caisses. L'utilisateur a ainsi la possibilité de payer plus simplement. C'est le monde merveilleux, la RFID, dites voir. Donc c'est fantastique. Donc on voit maintenant, on arrive à une phase, je dirais une phase 2 du projet. Comme il a été dit dans le clip, en fait on arrive à 100%. Donc 100%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette année, avant la fin de l'année, je pense que ça sera aux alentours du mois de juin, tous les produits qui seront dans Decathlon seront des produits tagués. Donc pas forcément que les produits Decathlon, hein. Les produits aussi des marques comme Nike ou Adidas seront tous tagués en magasin. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'on a vu la partie efficacité, le stock, les produits qui sont tagués, on arrive à bien gérer le stock. Les produits qui ne sont pas tagués, ce n'est pas un problème. Mais si on veut parler d'interactivité, si on veut parler d'encaissement, si on veut parler de tous ces nouveaux usages, en fait, on a vraiment besoin d'avoir 100% des produits tagués parce qu'il est très difficile d'expliquer à un sportif, on ne dit pas client, on dit sportif, pourquoi tel produit est tagué, tel produit n'est pas dans un magasin. Donc à partir du moment où on a 100% des produits qui sont tagués, là, vous allez voir de plus en plus, si vous êtes client Decathlon, à chacune de vos visites, vous allez voir de plus en plus d'usages et les usages vont aller au-delà de l'efficacité du stock ou de la diminution de la démarque. On va aller vers véritablement l'utilisation numérique, l'interaction avec le sportif et ces interactions vont être de plus en plus marquantes. Et l'objectif pour nous, c'est bien d'avoir un monde physique qui se rapproche du monde digital avec un certain nombre d'éléments. Donc on peut imaginer, et c'est ce qui va arriver, un banc connecté. Donc c'est un banc où on s'assoit pour tester des différents types. Alors je sais pas, on a peut-être une photo du banc. Voilà, on va voir par exemple, les trois photos. Au milieu, donc nous avons un banc connecté. Alors ça fonctionne comment? Je pose mon produit sur le banc, il va me faire une description exacte du produit, c'est quoi? Donc c'est dans l'usage. Évidemment, quand vous allez tester une chaussure, vous allez vous asseoir. Vous avez pris 2 ou 3 chaussures en magasin. Évidemment, quand vous êtes sur Internet, vous avez une aisance qui est beaucoup plus importante parce que vous avez accès à toute l'information visuellement et vous pouvez faire des comparaisons. Il y a des moteurs de recherche qui permettent de faire des comparaisons. Quand vous êtes dans un magasin, paradoxalement, l'information est sur des petites étiquettes et c'est beaucoup plus difficile de lire. Pour être capable de se faire une idée des différences des produits. Là, vous mettez 2, 3 chaussures sur le banc et l'écran qui est dessus va être capable de faire des comparaisons et de vous dire telle chaussure est plus adaptée pour tel type de course à pied ou de running ou de trekking ou toutes les différentes spécificités de ces produits-là. Donc, on a vu la cabine d'essayage tout à l'heure aussi dans le film qui était très bien évoquée. Dites voir, vous investissez combien, si c'est pas un chiffre secret, pour mettre aux normes la totalité de vos magasins? Et puis, quelles difficultés ça représente? Donc en fait, les chiffres ne sont pas publics. D'accord. Mais j'aurais essayé. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça coûte de moins en moins cher. Et principalement aussi grâce à Decathlon. Il y a beaucoup d'enseignes qui maintenant se sont mis à la RFID. Je pense que la plupart des enseignes aujourd'hui qui ont réévalué le retour sur investissement ont été positifs et sont partis sur cette technologie-là. En fait, ça ne coûte pas beaucoup plus cher d'avoir une étiquette et c'est le coût principal. Je dirais le coût de l'infrastructure est très limité. Et je dirais que c'est un coût très limité par rapport aux autres écrans qui sont dans les magasins ou au système de caisse, par exemple. Hervé Dallouin, petite question. Que se passe-t-il si le réseau RFID tombe en rade? Rien qu'une demi-heure dans le magasin. Vous fermez? Donc déjà, je pense que si l'électricité tombe en rade, on a un problème d'encaissement déjà à la base, qui est beaucoup plus important que la partie RFID. Mais aujourd'hui, en fait, il y a des systèmes de backup avec le barcode qui est toujours présent. C'est vrai que demain, je dirais dans 2, 3, 4 ans, on se pose la question de savoir si le chip ne sera pas directement inclus dans le produit, et donc sans barcode. Et donc là, il y aura forcément des systèmes de backup qui vont nous permettre en fait, de faire face à ce genre de situation. Alors chez vous, on retrouve d'autres innovations, et notamment la réalité virtuelle. On en avait vu une image tout à l'heure. Est-ce qu'on peut nous la présenter? On a un petit film, si je ne dis pas de bêtises, sur la réalité virtuelle, parce que vous ne pouvez pas avoir, vous aussi, tous les produits en magasin, et de temps en temps, c'est peut-être pas mal que le client imagine ce qu'il est en capacité d'acheter et son usage. Est-ce qu'on est prêt en régie? Est-ce qu'on peut nous envoyer ça? C'est parti.
Don't get to choose. Your heart is beating so hard, you're feeling violent inside. It's dirty things about me I don't care about. 'Cause everyone's trying, it's just a little. I'm gonna tell you what, you're gonna do what you like. It's just a little bit. Voilà, c'est de l'ordre du gadget ou alors c'est au contraire un outil que vous allez développer dans tous vos magasins? Donc on a de plus en plus de commerces qui sont des commerces de centre-ville. Je pense qu'il y en a un rue du Commerce à Paris, par exemple. Donc en fait, l'objectif, c'est véritablement d'avoir la panoplie la plus complète. Et c'est là où on est dans l'omnicanal. Ça veut dire qu'on va aussi être capable de montrer en démonstration des produits qui ne sont pas forcément vendus dans le magasin. Ce qui veut dire que Decathlon a l'ambition de fermer un certain nombre de ces gros magasins et d'ouvrir des plus petits dans les centres-villes? Donc c'est vraiment complémentaire. On se rend compte que c'est vraiment des clientèles qui sont tout à fait différentes. Mais on se rend compte aussi qu'il y a un besoin dans les centres-villes d'avoir accès à des produits de très bonne qualité, mais à un prix abordable. Et donc nous avons des succès très importants dans ces magasins-là, évidemment. Donc c'est vraiment des magasins qui sont d'emblée construits sur un nouveau modèle, où on va allier, je dirais, la vente traditionnelle dans un magasin Decathlon. On peut aussi commander sur Internet avec des bornes. On peut commander sur Internet de chez soi et se faire livrer dans ces magasins-là. Donc c'est toute une série de possibilités qui sont offertes et qui sont vraiment dans une démarche omnicanal. Christophe Enjolras, que vous inspire à chaud les témoignages de nos intervenants avant d'inviter le public à leur poser à leur tour des questions? Moi, il y a deux choses que je trouve intéressantes. Bien évidemment, il y a l'aspect optimiser la supply chain. Enfin, c'est un aspect très pratique du point de vue des distributeurs ou des marques. Et puis, il y a un aspect que cette technologie, elle ouvre des opportunités pour améliorer l'expérience client. Et quand on dit ouvrir des opportunités d'expérience client, voilà, pour essayer, comparer les produits, ça, c'est des choses qui sont toujours demandées par les consommateurs quand ils vont en magasin. Mais ce que je trouve intéressant, c'est aussi, parce que bien évidemment, dans les deux cas, ça supprime des caissiers, hein, de façon très... puisque l'encaissement... Hervé Dallouin dit fait non de la tête. En tout cas, l'encaissement se fait en libre service, c'est-à-dire c'est le client qui fait l'acte, donc ça simplifie quand même et ça diminue le nombre. Mais on voit qu'on a besoin de réintroduire, et l'exemple que vous donnez dans Monoprix, je le trouve super intéressant parce que ça démontre que on doit réhumaniser aussi une partie et que c'est l'hybridation des deux. C'est pas de tout mettre en technologie et d'avoir un monde sans rien. C'est d'hybrider les deux pour que peut-être, là, c'est plus des caissiers dont on a besoin dans le cas de Monoprix, mais c'est au contraire de l'hospitalité, c'est de l'accueil, c'est d'accompagner, et c'est l'accompagnement dans le parcours, d'être capable de dire bonjour, d'être capable d'accompagner aussi le client à la fin. Et ça, je trouve que c'est extrêmement rassurant, parce qu'on ne rêve pas d'un monde digital où tout soit technologique. Enfin, moi, j'en rêve pas, mais je sais que les consommateurs, quand on échange avec eux, c'est la même chose. Et Hervé Dallouin, chez vous, les caissières, qu'est-ce qu'elles font puisque si elles n'ont plus, même pas à scanner, etc., elles posent le produit, elles discutent avec le client? En fait, un élément très important, qu'est-ce qui sépare en fait la vente physique de la vente numérique? C'est justement l'humain. Et on s'est rendu compte auprès de beaucoup d'études qu'en fait l'humain avait une place de plus en plus importante dans tous ces systèmes-là. Donc, par exemple, dans les bacs automatiques qu'on a vus tout à l'heure dans le clip, il y a toujours en fait des assistants qui sont là et qui conseillent le client. Mais au lieu de passer du temps, je dirais, à faire le geste d'encaissement, la caissière, je dirais, du 21e siècle va plutôt demander quelle a été l'expérience du client en magasin. Est-ce que tout a été? Est-ce que tous les produits ont été trouvés? Est-ce qu'il ne manque pas quelque chose? Et donc, il y a vraiment une augmentation de l'échange humain au détriment, je dirais, du geste pratique qui aujourd'hui est nécessaire, mais qui demain sera complètement obsolète par rapport à la technologie. Donc on ne remplace absolument pas l'humain. On a vu par exemple par rapport aux caisses intelligentes, aux bornes intelligentes, on se rend compte que l'équipier va maintenant aller proposer des produits qui sont de tailles différentes dans les cabines d'essayage. Donc c'est même des nouvelles utilisations humaines, mais c'est toujours l'objet d'un dialogue entre le client et l'enseigne, de dire, voilà, vous n'avez pas trouvé un L, un XL, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous voulez une couleur différente? Et donc, il y a vraiment une démarche de vente qui est établie et qui est beaucoup plus forte. François Deprez, vous avez entendu la remarque tout à l'heure de cette dame qui disait, mais c'est bien toutes ces technologies, toutes ces nouveautés. Un, ça coûte de l'argent, qui va payer? Et puis, est-ce que c'est accessible à nous, à moi? Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre?
J'aurais tendance à dire que, alors, premier point, comme n'importe quel entrepreneur, on sait que la question de l'investissement est importante et que je dois dire qu'aujourd'hui, effectivement, on doit investir tout autant c'est William qui disait ça, on doit investir tout autant dans cette dimension digitale qu'on doit investir dans la dimension physique, d'une certaine manière. Donc, il faut intégrer ce paramètre. Moi, pour prendre un exemple très concret, j'ai un parcours de direction marketing. J'étais avec des chefs de produits qui faisaient des produits chez les fabricants. Un chef de produit, il va travailler beaucoup à faire un joli produit qui est parfait, qui va être mis dans un linéaire, mais son équivalent digital, il le néglige un peu aujourd'hui. D'accord ? Je pense que dans le monde du commerce, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a l'opportunité, et c'est une opportunité, de s'ouvrir un marché beaucoup plus large que finalement, le premier critère pour aller dans un magasin, c'est quand même la proximité d'un magasin. Aujourd'hui, potentiellement, l'assortiment de son magasin, déjà, il peut s'agrandir via le digital, et en plus, il peut s'ouvrir au monde. Donc, alors peut-être que des fois, on a des ambitions moins fortes que le monde, mais c'est une opportunité. Alors, Donc, après, on n'a rien sans rien, et j'aurais tendance à dire qu'il y a de l'investissement. Maintenant, sur le coût technologique, on est plutôt, nous, une organisation qui sert à faire en sorte qu'il y ait de l'interopérabilité, que les technologies soient plus accessibles à tous. Moi, je suis très content du cas de Decathlon, qui a démocratisé complètement l'emploi de la RFID. Il y a d'autres acteurs qui se sont engouffrés, et qu'aujourd'hui, même si la réputation, je ne sais pas où il en est de la RFID, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est accessible, à mon sens, à pas mal d'acteurs. Donc voilà, et ce qui fait que tout le monde peut s'y mettre. Mais la problématique, encore une fois, c'est qu'il y a aujourd'hui des technologies accessibles, faciles, mobiles, qu'on peut employer pour n'importe quel commerçant. Et créer un double digital de son magasin, sauf erreur de ma part, il y a des prestataires aujourd'hui qui font des choses qui sont tout à fait accessibles, voire même en open source, c'est-à-dire gratuites. Donc voilà, après, ça dépend de la maturité des marchés, et ce que j'ai plutôt tendance à dire, c'est qu'il faut s'y intéresser, en tout cas, parce qu'à mon sens, si on ne veut pas que ce soit une menace, il faut s'en faire une opportunité. Pour en revenir à votre petit film où on voyait quelqu'un qui voulait vendre des petits gâteaux, des cookies sur Internet, c'est une réalité, c'est possible. Mais décrire son cookie, en l'occurrence, dans une fiche produit normée avec quelques attributs et pouvoir la vendre, encore une fois, aux Chinois si ça nous chante, c'est possible. C'est très simple. C'est pas forcément des coûts très importants. Ça peut même être finalement construire une fiche produit, être capable de la diffuser. C'est des choses qui sont tout à fait accessibles. Et encore une fois, plus il y a des normes et des standards partagés par tous, moins c'est cher et plus c'est à la portée de chacun. Florence Chafiotte. Non, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez, et je voudrais aller dans votre sens sur. Je crois qu'on ne peut pas laisser dire que ce type d'évolution va dans le sens de pourquoi est-ce qu'on fait ça pour réduire les hôtesses de caisse. Non, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, je pense que la meilleure preuve, c'est de prendre l'exemple, de remonter sur le débat qu'il y avait eu au moment des SCO, des caisses en self-checkout. On a eu évidemment beaucoup de débats il y a 5, 6, 10 ans là-dessus, autour de ça, qui disaient les hyper et les supermarchés lancent des SCO pour que le client se débrouille tout seul et qu'on arrête d'avoir autant d'hôtesses de caisse. Il s'avère aujourd'hui, et je vais me permettre de prendre que l'exemple de Monoprix, c'est que Monoprix aujourd'hui a un certain nombre de caisses dans ses magasins qui sont des SCO. Quand vous regardez le nombre, tout simplement le nombre d'hôtesses de caisse aujourd'hui versus avant que les SCO n'existent, nous n'avons réduit aucun emploi. Donc il s'agit plutôt de bien accompagner les clients, et un client qui veut aller vite et qui veut passer par un SCO, ça laisse finalement plus de temps au client d'à côté pour passer dans une caisse dite entre guillemets traditionnelle ou normale, et sur lequel il fera moins la queue, moins longtemps. Donc c'est toujours le même objectif qui est de rendre les courses plus agréables. Très bien, merci pour cette précision. Allez, on va vous inviter, on a 10 minutes devant nous pour que vous puissiez poser des questions. N'hésitez pas, vous levez la main. Monsieur, allez-y, il faut allumer votre micro, monsieur. Vous avez un micro devant vous, il faut qu'il soit au rouge. Merci de vous présenter. Ma question pour Decathlon, Alain Flippo, CCI France. Ma question pour vous, j'ai fait partie du PICOM, j'ai suivi la RFID avec beaucoup d'intérêt, j'ai 8 magasins. Quand j'ai posé la question à Cégide il y a 4 ans, et je voudrais que vous m'accompagniez dans la RFID, ils n'en étaient pas capables. J'ai l'impression que vous avez vraiment fait la course en avant. Est-ce qu'on arrive à maturité maintenant pour le commerce traditionnel, ou est-ce que vous pensez qu'il y a encore un gap? Deuxième question intégrée, vous avez ouvert à Anglo un magasin showroom, vous l'avez fermé, quels enseignements vous en avez tirés? Est-ce que parce que vous aviez tiré tous les enseignements, ou est-ce que ce n'était pas efficace? Merci pour vos 2 questions. Voilà.
Hervé Dalloin. Sur Anglo, j'étais pas dans le projet, donc je n'ai pas lu le rapport encore. Donc il y avait un magasin showroom expérimental qui en fait n'avait pas de stock et dont l'objectif était de faire commander, je pense, les clients en ligne. Donc c'était quelque chose d'assez précurseur. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont été tirées, mais je ne suis pas sûr que la clientèle soit prête pour ce genre d'initiative aujourd'hui. Mais je n'ai pas reçu le rapport, donc je ne peux pas vous en parler précisément. Par contre, au niveau de la RFID, aujourd'hui, il faut savoir que Decathlon représente moins de 10% des volumes globaux de RFID. Il y a beaucoup d'autres retailers qui ont migré à cette technologie. Et en fait, il y a de plus en plus de gens et de fournisseurs qui proposent des technologies qui permettent d'exploiter la RFID. La question de monsieur, c'est est-ce que c'est abouti ? Donc aujourd'hui, en fait, le modèle est complètement réplicable et de plus en plus de retailers le font. Alors par contre, c'est clair, c'est d'abord l'efficacité de la chaîne de supply et donc chaque retailer doit faire son propre projet. Il n'y a pas de projet type là-dessus parce que les chaînes sont différentes. Donc les magasins sont différents, les produits sont différents, les approvisionnements sont différents. Donc à chaque fois, c'est un projet. Mais je pense que tout est là aujourd'hui au niveau technologique et la maturité est là. On a quand même, je pense, à peu près, 15, pour ne pas dire de bêtises, je pense que c'est 15 milliards de produits qui sont étiquetés RFID aujourd'hui dans le monde. Il y a des freins au développement de la RFID en France. Il faut de la fréquence. Comment ça ? Donc en fait, il y a eu beaucoup de discussions au niveau européen sur l'harmonisation des bandes de fréquences. Et donc en fait, on doit s'occuper d'utiliser des bandes de fréquences qui sont vraiment optimisées pour la RFID. Donc en ce moment, il y a encore des discussions. Et c'est vrai Mais quand vous dites des discussions avec qui ? Donc les discussions aujourd'hui au niveau européen, c'est entre, je dirais, le monde numérique en général, parce qu'on veut ouvrir des bandes de fréquences pour tout ce qui est LoRa, Sigfox, la RFID. Et on se bat aujourd'hui contre des institutions plus traditionnelles comme le rail, la SNCF par exemple, pour avoir l'obtention de ce genre de bande de fréquences, pour être capable, je dirais, d'utiliser avec la meilleure efficacité possible cette technologie-là en fait. Donc il y a des batailles et ça se mène au niveau européen aujourd'hui. Donc on est avec GS1 et avec d'autres partenaires en train d'essayer de gagner pour tous les commerçants européens l'utilisation de ces bandes de fréquences pour les nouvelles technologies. Et aujourd'hui, en fait, c'est des bandes qui sont historiquement prévues pour une utilisation du ferroviaire, mais que le ferroviaire en Europe n'a jamais utilisé. Donc on se bat vraiment contre des moulins à vent et on essaye véritablement de gagner pour tout le monde. Allez, on poursuit.